Bonsoir Antoine, merci d'être avec nous. Bonsoir, alors Antoine, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée ? Eh bien, tout a commencé avec, vous l'avez dit, cette réunion internationale à Paris, coprésidée par Emmanuel Macron et Keir Starmer, mais 49 pays au total étaient représentés pour cette réunion, pour cette assemblée. Et le thème, eh bien, c'était la sécurisation du détroit d'Ormuz. Et l'objectif est bien de discuter le rétablissement de la liberté de navigation dans le détroit et discuter d'une éventuelle initiative maritime multinationale dans le cadre donc d'une coalition. Mais il faut bien le dire, les événements se sont accélérés durant la journée et tout a commencé avec la publication sur X du chef de la diplomatie iranienne. Regardez. Conformément au cessez-le-feu au Liban, le passage par le détroit d'Ormuz a été déclaré complètement ouvert à tous les navires commerciaux pour la période restante du cessez-le-feu sur l'itinéraire coordonné précédemment annoncé par l'Organisation des ports et des affaires maritimes de la République islamique d'Iran. Alors c'est une décision qui a immédiatement fait baisser les cours du pétrole. Rendez-vous compte, on passe d'un détroit bloqué pour beaucoup de navires, un détroit complètement ouvert, d'après les dires du chef de la diplomatie iranienne. Le Brent, le cours du baril de Brent est donc passé sous les $90, ce qui n'était plus arrivé depuis le début des hostilités début mars. Mais dans le même temps, cela met la pression sur Israël, car vous voyez la dernière phrase du tweet de la publication de M. Arakchi, eh bien, il dit « ça dépend du respect du cessez-le-feu au Liban ». Et c'est donc une manière de mettre la pression sur Tel Aviv, car Israël a bien accepté l'idée du cessez-le-feu imposée par Trump, il faut bien le dire, mais ne considère pas, je cite, l'opération contre le Hezbollah comme terminée. Ça veut dire qu'Israël compte reprendre d'une façon ou d'une autre les hostilités. Et on l'a vu par le passé, Israël, il faut bien le dire, a sa façon bien à elle de respecter les trêves militaires. Donc c'est sans doute intelligent de la part de Téhéran d'avoir conditionné au respect du cessez-le-feu au Liban la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Ça lui donne un levier supplémentaire. Donc dans la foulée, très rapidement d'ailleurs, Donald Trump a réagi en félicitant la partie iranienne, mais avec quelques nuances. Regardez. L'Iran vient d'annoncer que le détroit d'Iran est totalement ouvert et prêt pour les traversées complètes. Merci. Le détroit d'Ormuz est complètement ouvert et prêt pour le commerce et les traversées complètes, mais le blocus naval restera pleinement en vigueur et effectif en ce qui concerne l'Iran uniquement jusqu'à ce que notre transaction avec l'Iran soit achevée à 100%. Donc Antoine, si on comprend très bien, dans ce registre, pourquoi le président Donald Trump veut maintenir le blocus ? Alors, il y a le blocus d'une part, mais aussi les sanctions contre l'Iran qui ne sont toujours pas levées. Alors c'est sans nul doute pour maximiser la pression économique sur Téhéran et l'obliger à accepter un accord proposé par Washington. Il cherche probablement à transformer, pour l'instant c'est une victoire militaire partielle, un peu bancale. On ne peut pas dire que c'est une franche réussite, cette opération menée par Donald Trump au Moyen-Orient. Et donc il cherche à faire de ce qui se passe au Moyen-Orient une victoire stratégique durable en privant l'Iran de ses ressources et donc en l'obligeant certainement à capituler sur les points clés. C'est tout du moins l'objectif caché de Donald Trump. Mais cette nouvelle donne a quelque peu bouleversé l'agenda parisien. Rappelez-vous, on parlait aujourd'hui à Paris de cette liberté dans le détroit d'Ormuz, liberté de navigation. Emmanuel Macron, à l'issue de cette réunion avec ses homologues européens, en a profité pour faire plusieurs demandes en se faisant le porte-parole des pays qui subissent le conflit. Écoutez. Nous demandons tous la pleine réouverture immédiate, inconditionnelle, par toutes les parties du détroit d'Ormuz. Nous demandons la restauration des conditions de libre passage qui étaient en vigueur avant la guerre et le plein respect du droit de la mer. Nous nous opposons tous à toute restriction, tout régime de convention qui équivaudrait dans les faits à une tentative de privatiser le détroit et évidemment tout système de péage. Donc on le voit bien, Emmanuel Macron ainsi que tous ses responsables politiques réunis pour l'occasion cherchent à revenir au statu quo précédent, c'est-à-dire aucun droit de passage, une libre circulation, parce qu'il faut bien le dire, les conséquences économiques pour l'Europe en particulier, mais pour une grande partie du monde qui subit ce conflit au Moyen-Orient, eh bien on ne fait qu'en deviner ces conséquences. Et elles
elle pourrait s'avérer bien plus importante si justement ce cessez-le-feu n'était pas respecté. Et d'ailleurs, la France, le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres pays qui étaient représentés à cette réunion de Paris, se disent prêts à s'impliquer concrètement pour la sécurisation du passage des navires dans cette région. Écoutez de nouveau Emmanuel Macron. Nous allons renforcer et accélérer les travaux de planification que nous avons déjà lancés, qui sont coordonnés avec le Royaume-Uni, pour permettre la mise en place d'une mission neutre, bien distincte des belligérants, afin d'accompagner et sécuriser les navires marchands qui transiteront dans le Golfe. Dès la semaine prochaine, une réunion de planification se tiendra à Londres, et tout cela s'accompagnera évidemment d'un travail diplomatique et d'un travail de déconfliction à l'égard des Iraniens, et d'une coordination étroite avec les Américains et les Israéliens. Donc là, on parle de plusieurs pays qui seraient prêts à s'impliquer concrètement avec la mise, et qui ont participé aujourd'hui à ce sommet. Tout à fait. Et donc des pays qui seraient prêts à mettre des navires sur place pour sécuriser le passage des navires commerciaux. Et d'ailleurs, parmi les pays qui pourraient s'impliquer davantage, il y a l'Allemagne. Le chancelier allemand se dit prêt à participer, mais encore une fois, sous condition. Nous sommes prêts à apporter une contribution pour garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Cela pourrait inclure, après la fin des hostilités, une intervention de la Bundeswehr dans le cadre d'une opération internationale, une fois qu'une base juridique solide aura été établie à cet effet. Par exemple, sous la forme d'une résolution du Conseil de sécurité. Pour cela, j'ai besoin d'une décision du gouvernement fédéral allemand, d'un mandat du Bundestag et d'un plan militaire viable. Nous estimons qu'une telle participation pourrait comprendre le déminage et la reconnaissance maritime. Nous en sommes capables. Nous participerons donc aux prochaines discussions de planification militaire. Nous souhaitons également, si possible, que les États-Unis y prennent part. Nous souhaitons que les États-Unis y prennent part. C'est la dernière phrase prononcée par le chancelier allemand. Mais on a d'ores et déjà une réponse, Donald Trump, qui a publié sur son réseau social. Une réponse toute simple. Il n'y aura pas de participation américaine. Comme d'habitude. Maintenant que le problème dans le détroit d'Ormuz est terminé, j'ai reçu un appel de l'OTAN me demandant si nous avions besoin d'aide. Je leur ai dit de rester à l'écart, à moins qu'ils ne veuillent remplir leurs navires de pétrole. Ils ont été inutiles quand il le fallait, un tigre de papier. On voit bien la colère de Donald Trump est toujours présente. Il a toujours cette dent contre les alliés européens, notamment l'OTAN, et puis les pays membres de l'OTAN qui n'ont pas voulu voler au secours des États-Unis lorsqu'ils en avaient besoin, tout du moins d'après Donald Trump. Pour en revenir à cette situation globalement, on voit que c'est l'Iran qui a l'initiative dans ce dossier. C'est la publication de ce chef de la diplomatie iranienne qui a provoqué cette réaction en chaîne d'aujourd'hui. Les autres ne faisons donc que réagir, à commencer par Donald Trump donc. Et côté européen, on a la volonté d'un retour à la normale, de retrouver la situation qui prévalait il y a de cela un peu plus d'un mois et demi, à savoir une libre circulation des navires, pas de taxes supplémentaires, pas de droits de péage, afin d'éviter que les conséquences de ces 6-7 semaines de conflit aient le moins d'impact possible sur des économies déjà fragiles. Et on va voir l'impact de cette décision dans les jours à venir. Est-ce que ça va revenir à la situation initiale d'avant le 28 février? Merci à vous, Antoine, pour toutes ces précisions concernant cette réouverture du détroit d'Ormuz et surtout ce sommet européen. Merci à vous, Antoine. Merci, Amine. Merci. Quelle est la signification de ce sommet européen sur le détroit d'Ormuz, étant donné que ces pays ne sont pas impliqués directement dans ce conflit, ils sont non belligérants? Alors, ils sont non belligérants, oui et non. La France, par exemple, a des accords de défense avec des pays qui sont attaqués par l'Iran, dans le sens où ils ont des bases militaires sur leur territoire. Je pense à l'Arabie Saoudite, au Qatar notamment, qui ont des bases militaires américaines qui sont attaquées. Donc, ils ne sont pas belligérants directs, oui, mais quand même. Et ensuite, ils sont un peu impliqués dans le sens où tous les pays du monde sont impliqués parce que, comme vous le voyez et comme on le sait tous, quand le détroit d'Ormuz est bloqué, par exemple, le prix du baril de pétrole explose. On parle déjà d'une possible récession économique mondiale. Donc, tous les pays, que ce soit la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, la France, l'Espagne, tous les pays sont impliqués, qu'ils soient belligérants directs, co-belligérants ou non. Et dans la foulée de la réouverture du détroit d'Ormuz, le président français Emmanuel Macron a annoncé la création d'une mission neutre pour le détroit. À
quoi faut-il s'attendre dans le cadre de cette mission ? Rien, ça va rien donner. Les Iraniens ne sont pas bêtes. Vous savez, quand des pays de l'Ouest font des missions neutres, on parle de l'OSCE, par exemple, au Kosovo, qui était soi-disant une mission neutre, qui était en fait une mission de la CIA américaine anti-serbe. On pense à l'OSCE, pareil, toujours la même, qui devait, et aux accords de Minsk, qui devait établir la paix en Ukraine, entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes à l'époque. Madame Angela Merkel, qui était première ministre, chancelière allemande, pardon, a avoué avoir menti. Donc, si vous voulez, on peut rien s'attendre d'honnête pour le moment de la part des dirigeants européens, occidentaux en général, et encore moins du président Emmanuel Macron. Le président Emmanuel Macron veut exister dans cette crise, il n'existe pas. Pour le coup, je vais être assez honnête, c'est tant mieux parce que la France n'a pas à s'impliquer dans ce conflit, mais il veut, comme il n'existe pas dans la politique intérieure française, parce qu'il est clairement rejeté par la population française dans son ensemble, il veut exister à l'international et donc il invente des prises de position, il invente des situations qui ne seront acceptées ni par les États-Unis, ni par Israël, et ni par l'Iran, évidemment. Oui, justement, Monsieur Antoine, en définitive, ne pensez-vous pas que, pas uniquement la France, tous les Européens cherchent une certaine posture, un positionnement dans ce processus de règlement du conflit entre l'Iran et les États-Unis ? In fine, ce conflit, vous savez, il nous montre plusieurs choses. Il nous montre que c'est un retour pour ceux qui le pensaient parti. Moi, j'ai toujours fait partie de ceux qui pensaient que ça avait jamais été comme ça. C'est un retour à la force. Si vous voulez discuter, si vous voulez négocier, vous devez avoir une armée, vous devez être capable de prendre des coups, évidemment, de riposter et de vous défendre. C'est ce que fait l'Iran, par exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'Europe, encore une fois, l'Europe est inexistante. Elle est même pas capable d'arrêter une guerre qui a lieu sur son territoire, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Elle est pas capable de grand-chose. Vous parliez de la France, par exemple. La France, vous savez, a toujours eu un rôle un petit peu culturel et même plus important que ça au Liban. C'est par exemple la France qui a rédigé la constitution libanaise. Il y a des discussions qui ont lieu entre le Liban, qui est actuellement envahi par Israël, et Israël. Israël a très clairement dit qu'il ne voulait pas de la France dans ces discussions, alors même que la France, par la finule, à des troupes sur place, des casques bleus, et la France évidemment a dit oui, qui ne serait pas part à ces discussions. Donc, si vous voulez, l'Europe n'a plus de voix. La dernière fois que l'Europe a eu une voix au Moyen-Orient, c'est par la France en 2001 quand nous avons refusé de faire la guerre en Irak. Mais depuis, vous savez, la politique européenne de l'Union européenne, et encore plus maintenant depuis la défaite de Viktor Orban, la politique de l'Union européenne, la politique internationale de l'Union européenne est collée sur celle des États-Unis. On fait ce que les États-Unis nous disent de faire, que ce soit l'Union européenne ou la France. Donc malheureusement, ça ne changera pas. Et il ne faut pas espérer une voix dissonante de la part de l'Union européenne qui appellerait à la paix, à l'exception, il faut bien le reconnaître, de l'Espagne qui pour le moment ne veut pas prendre part à ce conflit. Merci infiniment pour ce décryptage, Monsieur Paul-Antoine. Je rappelle que vous êtes analyste international. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci à vous, Monsieur Antoine. Monsieur Sidaoui, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, selon Politico, le président américain Donald Trump serait prêt à faire de nouveaux compromis pour mettre fin au conflit avec l'Iran. Que pensez-vous de ce constat du média américain, monsieur Sidaoui? Donald Trump, il faut souligner toujours que c'est un businessman. J'ai toujours son livre en anglais, The Art of the Deal. En tant que businessman, il veut gagner, il ne veut pas perdre, il veut que gagner. Or, avec la fermeture du droit d'Ormuz, le baril de pétrole a dépassé $100. Le citoyen américain, il paye aujourd'hui beaucoup plus cher pour avoir des essence pour sa voiture. La bourse américaine a été en rouge pendant des jours et des jours. Donc, en tant que businessman, toujours il pose la question, ou je perds, ou je gagne. Dès qu'il s'agit de perdre, j'arrête. Et je pense que c'est ça la philosophie ou le système de pensée de Donald Trump. Aujourd'hui, il cherche une certaine réconciliation. Certes, il veut montrer toujours que les États-Unis d'Amérique sont une grande puissance, sont les maîtres du monde, mais
il sait bien qu'il y a des limites, que la continuité de cette guerre contre l'Iran, ça va coûter trop cher pour le citoyen américain, pour le contribuable américain. Et avec la réouverture du détroit d'Ormuz, pensez-vous qu'on va vers un cessez-le-feu permanent entre l'Iran et les États-Unis? Je pense, oui, je pense parce que les Iraniens sont pragmatiques, des négociateurs pragmatiques, et je pense aussi que Donald Trump lui-même a dit on a réalisé tous nos objectifs militaires, qu'est-ce qu'il y a à bombarder en Iran. D'ailleurs, l'année passée, même pendant la guerre de 12 jours, en juin 2025, il a dit on a anéanti le programme nucléaire iranien. Mais cette fois-ci, il a dit aussi on va attaquer afin d'anéantir le programme nucléaire iranien. Je pense que la guerre est finie, hein, puisque les Américains disent qu'ils ont réalisé tous leurs objectifs militaires. Les Iraniens disent qu'on a réalisé une grande victoire, parce que le grand objectif américain-israélien, c'est faire chuter, faire tomber le régime iranien. Alors le régime iranien est toujours là, fort et soutenu par une large population. Et ce cessez-le-feu, M. Sidaoui, s'est étendu au Liban entre le Hezbollah et Israël. Toutefois, Benjamin Netanyahou affirme que le chemin vers la paix est encore long. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces affirmations du Premier ministre israélien? Ça, c'est un autre dossier, le Liban. Rappelons-le, l'histoire est très importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Israël a envahi le sud du Liban jusqu'à Litanie en 1978. Puis a envahi le Liban jusqu'à Beyrouth en juin 1982. Le Hezbollah a été créé après 1982 comme une force de résistance. Puis il a mené une guerre de résistance afin de refouler les troupes israéliennes du territoire libanais. Pour dire que c'est pas vraiment un argument de dire on déclenche une guerre contre le Liban parce qu'il y a le Hezbollah. Non, Israël a attaqué plusieurs fois le Liban avant la création du Hezbollah. En plus, Israël, malheureusement, ne respecte pas ces accords et ces trêves. Rappelons-le, l'année passée, il y a eu un accord de cessez-le-feu dont les garants sont les États-Unis d'Amérique, je pense, l'Égypte, le Qatar et la France. Mais finalement, Israël n'a jamais respecté cet accord de cessez-le-feu. Le Hezbollah l'a respecté, mais Israël n'a jamais respecté, a continué à assassiner des chefs militaires ou politiques de Hezbollah, à bombarder, comme s'il n'y a pas eu cet accord de cessez-le-feu. Donc, je pense que la guerre israélienne va continuer contre le Liban et le Hezbollah. Merci pour cette analyse, M. Riyad Sidaoui. Je rappelle que vous êtes expert du monde arabe et directeur du CARAPS. Vous étiez avec nous en direct depuis Bouadjla, en Tunisie. Merci à vous, M. Sidaoui.